Félix Tshisekedi boycotte Doha. Décryptage d'une décision qui bouscule la paix régionale. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo est au cœur de l'une des crises les plus complexes du continent africain. Conflits armés récurrents, interférences régionales, médiations internationales multiples, accords signés puis violés, la paix semble toujours promise, mais rarement atteinte. C'est dans ce contexte déjà fragile qu'une annonce récente a provoqué un choc diplomatique majeur. Le boycott par le président Félix Tshisekedi des négociations de paix de Doha. Ces pourparlers, organisés sous l'égide du Qatar avec le soutien de plusieurs puissances internationales, visaient à relancer un processus de désescalade entre la RDC, certains groupes armés actifs dans l'est du pays et des acteurs régionaux indirectement impliqués. Pourtant, contre toute attente, Kinshasa a décidé de ne pas s'y rendre. Une absence remarquée, commentée, critiquée, parfois applaudie. Pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il choisi de boycotter Doha? S'agit-il d'un acte de souveraineté assumé ou d'une erreur stratégique majeure? Ce boycott affaiblit-il la paix ou révèle-t-il l'échec des médiations internationales répétées? Pour comprendre cette décision, il faut aller au-delà des communiqués officiels. Il faut analyser l'histoire des négociations de paix en RDC, la place du Qatar dans la diplomatie africaine, la position réelle de Kinshasa, mais aussi les rapports de force régionaux, notamment avec le Rwanda et l'Ouganda. Ce documentaire propose une lecture froide, structurée et sans complaisance de cette décision historique. Une analyse destinée à comprendre non seulement ce que Tshisekedi a fait, mais surtout pourquoi il l'a fait, et à quel PRI. Chapitre 1 Doha. Nouveau centre DE la diplomatie africaine. Depuis une quinzaine d'années, le Qatar s'est imposé comme un acteur diplomatique incontournable. Petit État par la taille, mais immense par ses moyens financiers et son réseau d'influence, Doha s'est spécialisé dans les médiations complexes, Afghanistan, Soudan, Liban, Palestine, et désormais Afrique centrale. Pour le Qatar, accueillir des négociations sur la RDC n'est pas un hasard. C'est une stratégie bien rodée, offrir un terrain neutre, loin des capitales africaines marquées par des suspicions historiques, et proposer une médiation discrète, souvent en dehors des cadres traditionnels comme l'ONU ou l'Union africaine. Mais cette neutralité affichée est-elle réelle? Pour Kinshasa, Doha n'est pas perçu comme un simple facilitateur. Certains responsables congolais estiment que ces négociations reproduisent un schéma ancien, mettre sur la même table un État souverain et des groupes armés, comme s'ils étaient des acteurs équivalents. C'est précisément là que naît la méfiance congolaise. Chapitre 2 L'histoire des négociations. Une fatigue congolaise. Pour comprendre le boycott de Doha, il faut remonter dans le temps. La RDC a participé à des dizaines de processus de paix. Lusaka, Sun City, Nairobi, Kampala, Luanda, Addis Abeba, Nairobi 2. La liste est longue. Trop longue. À chaque fois, le scénario se répète. Un conflit armé s'intensifie. La communauté internationale appelle au dialogue. Des négociations sont organisées. Un accord est signé. Les groupes armés se reconstituent sous un autre nom. Pour Kinshasa, ces dialogues ont souvent eu un effet pervers. Ils légitiment la violence armée comme moyen d'accéder à la table politique. Le message implicite devient dangereux. Prenez les armes, tuez, déplacez des populations, et vous serez invité à négocier. Félix Tshisekedi hérite de cette fatigue historique. Pour lui, Doha n'est pas un nouveau départ, mais une répétition d'un échec structure. Chapitre 3 La position officielle d'EE Kinshasa. Officiellement, le gouvernement congolais affirme une ligne claire. Index revers pointant vers la droite blanc, la RDC ne négocie pas avec des groupes armés qualifiés de terroristes ou soutenus par des États étrangers. Dans le cas précis des négociations de Doha, Kinshasa estime que les causes profondes du conflit sont déjà connues. Les responsabilités régionales sont établies. Les accords existants, Luanda, Nairobi, Washington, doivent être appliqués avant toute nouvelle discussion. Pour Tshisekedi, participer à Doha reviendrait à diluer les responsabilités, multiplier les cadres inutiles, offrir une nouvelle tribune à des acteurs armés. Ce boycott est donc présenté comme un acte de cohérence politique. Chapitre 4 Le Rwanda, l'ombre permanente. Impossible d'analyser Doha sans parler du Rwanda. Depuis des années, Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23. Kigali nie, mais les rapports internationaux s'accumulent. Pour Tshisekedi, Doha pose un problème majeur. Le Rwanda y est présent indirectement, sans être officiellement mis en cause. Or, pour Kinshasa,
Toute négociation qui ne nomme pas clairement les responsabilités est vouée à l'échec. Boycotter Doha, c'est aussi refuser une paix qui éviterait de poser la question centrale. Index revers pointant vers la droite blanc qui tire réellement les ficelles de l'insécurité Chapitre 5 Risque tes conséquences du boycott. Mais ce choix n'est pas sans risque. En se retirant, la RDC perd une tribune internationale. Laisse d'autres acteurs parler en son nom. S'expose à des pressions diplomatiques. Certains partenaires estiment que Tshisekedi joue un jeu dangereux, isoler la RDC au moment même où elle a besoin d'alliés. D'autres, au contraire, saluent un acte de fermeté longtemps attêté. Chapitre 6 Réaction internationale. Entre silence gêné et pression diplomatique. Le boycott des négociations de Doha par Félix Tshisekedi n'a pas seulement surpris les observateurs africains. Il a provoqué une onde de choc dans les cercles diplomatiques occidentaux et au sein des organisations internationales. Officiellement, les réactions ont été mesurées, presque prudentes. Officieusement, l'agacement était palpable. Les Nations Unies, par la voix de plusieurs diplomates, ont rappelé l'importance du dialogue comme outil central de résolution des conflits. Mais sans jamais condamner explicitement la position congolaise. Ce flou révèle une réalité. L'ONU elle-même reconnaît l'échec répété des processus de paix précédents en RDC. Elle appelle au dialogue, tout en sachant que ce dialogue n'a pas produit la paix. Du côté des États-Unis et de l'Union européenne, le message est plus nuancé. Washington comprend la frustration congolaise, notamment face à la question du Rwanda. Mais les Américains craignent une chose, le vide diplomatique. Lorsqu'un État ne participe pas à une table de négociation, d'autres parlent à sa place. Et dans le cas de la RDC, ce risque est réel. Le Qatar, de son côté, adopte une posture de neutralité. Doha se dit toujours disposé à accueillir Kinshasa, sans conditions préalables. Mais en coulisses, le message est clair. Le boycott fragilise la crédibilité du processus et affaiblit la médiation. Au niveau africain, les réactions sont encore plus complexes. L'Union africaine, fidèle à sa doctrine du dialogue inclusif, regrette l'absence congolaise. Certains chefs d'État estiment que Tshisekedi ferme une porte dangereusement. D'autres, plus discrets, comprennent parfaitement sa position. Plusieurs pays africains partagent une expérience similaire. Celle de négociations interminables avec des groupes armés qui renaissent sous d'autres noms. Pour eux, la RDC met sur la table une question essentielle. Faut-il continuer à négocier avec ceux qui prennent les armes, ou imposer un nouveau paradigme sécuritaire? Le problème du Congo n'est pas l'absence de dialogue.